Ensuite vient notre troisième et dernier point, l'après État indépendant du Congo. Donc à partir de 1908, que se passe-t-il? Eh bien, le Congo passe aux mains de la Belgique. Léopold II va léguer sa possession personnelle au Royaume de Belgique. Et donc, un an avant sa mort, comme je l'ai dit en introduction de cette présentation, de ce point numéro 10, eh bien, la Belgique, le Royaume de Belgique, va continuer à profiter des ressources disponibles dans le Congo, qui passe donc au stade d'une colonie, la colonie nationale. Et nous avons notamment cette caricature réalisée une nouvelle fois par des penseurs, des intellectuels critiquant ce concept, ce principe de colonie. Eh bien, ce n'est plus Léopold II que l'on voit profiter du Congo, mais sur cette affiche satirique, on voit la personne d'Albert Ier, au-dessus duquel on retrouve ce lion belge qui est ici nettement en moins belle posture, et on voit que et le lion belge et Albert Ier, deux symboles de la Belgique, eh bien, s'agrippent, même étouffent un personnage congolais qui est là pour figurer justement cette colonie du Congo qui va être encore placée, c'est ce que l'affiche laisse sous-entendre, placée sous le joug et l'exploitation du Royaume de Belgique. Un dernier exemple qui a son importance parce que c'est peut-être aussi une manière d'aborder cette vaste et difficile thématique avec des enfants du primaire, c'est peut-être de passer par l'analyse des aventures de Tintin, dont vous les connaissez certainement, et plus précisément l'aventure de Tintin au Congo, dessinée par Hergé. Lorsque l'on parcourt la première édition parue en 1930, eh bien on retrouve des thématiques très proches de ce qui a été présenté précédemment. Alors vous voyez, ici vous avez la couverture du magazine Le Petit 20e, qui va être le premier à diffuser progressivement les aventures de Tintin au Congo, qui est le deuxième album d'Hergé après Tintin au pays des Soviets. Et vous voyez sur cette photographie, bien voilà un coup de publicité qui avait été organisé à l'époque. Et vous voyez que les gens se massent à Bruxelles pour accueillir un jeune acteur ayant pris l'apparence de Tintin. Donc cette bande dessinée en 1930, elle a énormément de succès. Donc vous avez de tout temps des gens qui sont opposés au colonialisme déjà à l'époque de Léopold II, et ça continue par après, et encore aujourd'hui, fort heureusement. Et vous avez des personnes qui sont davantage associées à cette idée du colonialisme colonialiste, si vous voulez. Alors, cette photographie, petit détail, vous voyez ici un jeune personnage, un jeune adulte qui est présent ici. Il s'agit en fait d'Hergé, le père de Tintin. Alors, si nous parcourons, et nous terminerons par ça, si nous parcourons quelques extraits de cette bande dessinée donc, de 1930, alors faites attention, en 1930, nous ne sommes plus sous les Léopold II, mais nous sommes durant l'entre-deux-guerres, donc nous sommes durant les dernières années de règne d'Albert Ier, avant que Léopold III ne lui succède. Et voici un premier extrait de cette bande dessinée de 1930. Et là, tout de suite, lorsque l'on voit Tintin en habit de colonisateur, on pense à cette fameuse photographie de Stanley que je vous ai présentée auparavant. Alors, nous retrouvons ici Tintin qui, dans un nouvel extrait, va venir en aide aux Congolais. Ici, Hergé, en 1930, véhicule un message soutenu par les partisans du colonialisme. Les Occidentaux, les Européens sont sur le continent africain aussi pour aider les Africains à se perfectionner, à évoluer. C'est un slogan qui est tenu par ces personnes qui croient fermement au bienfait de la colonisation. On retrouve cette thématique dans cet autre extrait. Il y en a bien d'autres en parcourant cette bande dessinée. Ici, Tintin qui aide
quelques autochtones à se débarrasser d'un lion qui les effrayait. Et on voit même la personnalité de Tintin qui commence à être de plus en plus appréciée par les tribus locales qui rentrent en conflit avec certains chefs de ces dites tribus. Si l'image, dans cette bande dessinée, si l'image de l'Européen est une image de protection, de bienfaisance, eh bien, il y a aussi une forte image que l'on ressent, une forte symbolique liée à l'éducation. On voit dans cet extrait Tintin qui va, entre guillemets, éduquer ces deux personnages qui sont en train de se disputer pour un chapeau, et donc il va essayer avec eux d'avoir un raisonnement quelque peu saugrenu, mais bon, ça reste une bande dessinée pour essayer de calmer justement les deux antagonistes et pour arriver à une solution pacifique. Et pour terminer, c'est le dernier extrait que j'ai à vous montrer, mais c'est sans doute le plus emblématique de la bande dessinée. Eh bien, je vous ai parlé tout à l'heure des missions d'évangélisation de l'Afrique noire, du Congo en l'occurrence. Eh bien, ici, Tintin va, durant ses aventures au Congo, rencontrer un missionnaire qui va l'inviter justement à jouer durant quelques séances de cours le rôle de professeur. Et on voit dans cet extrait de l'édition originale Tintin qui va se permettre, du moins durant un très court laps de temps, de parler à ces jeunes enfants du Congo bien de l'histoire de leur pays. Et vous voyez la mention, la patrie en question, c'est bien entendu la Belgique dans cette idée qui est défendue dans les années 1930, époque à laquelle la première version de cette bande dessinée va apparaître. À noter que les différents extraits que je vous ai montrés, et bien d'autres aussi, vont être largement modifiés par Hergé avant la Deuxième Guerre mondiale et encore après la Deuxième Guerre mondiale. Tintin au Congo est une œuvre qui va connaître de nombreuses rééditions et de nombreuses modifications qui ont toujours été réalisées par Hergé et qui souhaitait, ainsi que sa maison d'édition, voir évoluer le personnage et modifier quelques éléments qui, avec le temps, peuvent, et c'est tout à fait compréhensible, choquer certains lecteurs.